Vous informer, bienvenue à tous et merci de nous y rejoindre. Petit à petit, on s'achemine vers le dialogue national annoncé par le chef de l'État, Joseph Kabila, lequel dialogue vise la cohésion nationale et la bonne gouvernance du pays. C'est dans cette logique que le président de l'Assemblée nationale consulte depuis plusieurs jours. Ce mardi, Aubin Minakou a reçu à tour de rôle la délégation de l'Alliance des démocrates chrétiens, un parti centriste, ainsi que les membres de la Ligue des démocrates congolais, un parti de l'opposition. Le président de l'Assemblée nationale consacre ce temps des vacances parlementaires aux consultations nationales. En attendant que le chef de l'État se prononce sur le schéma de ce dialogue, Aubin Minakou poursuit des consultations avec des partis politiques de l'opposition et de la majorité. Aujourd'hui, la délégation de l'Alliance des démocrates chrétiens s'est alignée sur la liste des partis consultés. Nous avons donc donné notre lecture de ces concertations, comment nous voulions le voir. Il y a une petite contribution en fait que nous avons apportée par rapport à cela et notamment la mise sur pied d'un comité préparatoire. La liste n'étant pas limitée, le même jour, le secrétaire général de la majorité présidentielle a également accordé l'audience aux membres de la Ligue des démocrates congolais, un parti de l'opposition. Sur l'impératif de trouver des solutions durables à la crise que connaît le pays par la voie du dialogue inclusif, cette initiative vise à consolider incessamment la cohésion nationale et la bonne gouvernance. Justement, en rapport avec ce dialogue national en RDC, qui doit le diriger, la question continue à alimenter le débat au sein de la majorité présidentielle, dont une des composantes vient de se prononcer. Il s'agit du mouvement social pour le renouveau. Pour ce parti, Aubin Minakou et Kengo Wadondo, respectivement président de l'Assemblée nationale et du Sénat, seraient les mieux placés à la direction du dialogue national annoncé par le président de la République. Cette position a été exprimée dans une déclaration politique faite récemment par son bureau politique. La République démocratique du Congo ne doit pas faire preuve de complaisance pour qui que ce soit face à tout enjeu maléfique pour la paix, la sécurité et la démocratie tant voulu par le peuple congolais aujourd'hui. C'est par lui, rapporteur du bureau politique et porte-parole du MSR, Laurent Simon Ikenge, que le parti a appelé les acteurs politiques de la majorité de l'opposition républicaine ainsi que les forces vives à une vraie synergie d'efforts dans le cadre strictement institutionnel. Le MSR y adhère pleinement et appelle les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition républicaine, ainsi que les forces vives, à une vraie synergie d'efforts. Une contribution de ce parti qui, de ce dialogue, attend des échanges sincères pour une issue pouvant amener la paix, non seulement dans l'Est, mais sur l'ensemble du territoire national. Dans les rues de la capitale congolaise, on attend avec impatience le début de ce dialogue, mais qui devra être franc, estime cet homme. Il faut un dialogue franc et sincère pour mettre fin à la crise. Bien que sa date reste jusque-là inconnue, les esprits se chauffent déjà et les divergences se créent sur les origines de celui qui devra être facilitateur de ce dialogue. L'opposition, elle, appelle au choix d'un facilitateur international. L'UDPS, l'un des partis influents de l'opposition, a refusé jusqu'ici d'y prendre part. C'est en décembre dernier, lors de son discours de vœux à la nation, que le président de la République avait rappelé la nécessité d'une cohésion nationale face à la guerre d'agression dans l'est de la RDC et avait annoncé des concertations nationales à cette fin. Autre son de cloche, c'est celui du réseau national des ONG de droits de l'homme de la RDC. Cette plateforme a tenu à faire savoir à la presse que le prochain dialogue est l'unique cadre qui puisse permettre d'examiner à fond les causes profondes de l'instabilité du pays. C'était au cours d'un point de presse tenu ce mardi à Kinshasa. C'est dans cette salle de réunion archi-comble que s'est déroulé le face-à-face entre la presse congolaise et le réseau national des ONG des droits de l'homme de la RDC au sujet de la tenue prochaine du dialogue national en RDC. Des complots multiples et multiformes où il y a des gens. D'entrée des jeux, le RENADOC a tenu à saluer cette initiative du chef de l'État Joseph Kabila. Pour ces regroupements de défenseurs des droits de l'homme, cette table ronde est le seul cadre de concertation crédible qui puisse permettre de passer au peigne fin les causes profondes de la dégringolade actuelle du pays et d'y pourvoir des solutions ainsi que des voies de sortie idoines. Pour la bonne tenue de ce dialogue national et républicain, cette organisation nationale des droits de l'homme en RDC propose que ces enjeux soient exclusifs avec un facilitateur neutre qui ferait l'unanimité de tous les acteurs et les matières qui doivent être traitées au cours de ces assises ne remettent en aucun cas
cas le cadre constitutionnel existant. Dialogue national, oui, cependant pour le RENADOC, l'entreprise doit être prise à bras-le-corps par tous les acteurs politiques sans distinction aucune et tous les acteurs de la société civile pour espérer un résultat escompté. C'est depuis plusieurs mois que le gouvernement provincial de Kinshasa fait un état des lieux des différentes communes lors de ses conseils des ministres. Le point a été fait lors de la dernière réunion sur la commune de Kisanso qui a bénéficié de plusieurs infrastructures, dont une grande route asphaltée. Le conseil des ministres de la capitale a reconnu également que beaucoup reste encore à faire, notamment au niveau de la salubrité. Geneviève Inagosi va en guerre contre le port de pagne en RDC à l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée chaque 8 mars dans le monde. Pour la ministre du Genre, la journée du 8 mars ne devrait pas être réduite en un événement purement festif assorti avec le port sans condition de pagne. Aucune activité n'est d'ailleurs prévue à cet effet. La ministre encourage plutôt des rencontres et échanges fructueux tendant à réfléchir davantage sur la situation de la femme congolaise. Une initiative qui n'enchante pas les vendeurs et quelques clientes. Pour l'édition 2013, de retenir impression et à l'ipoutate. Donc il n'y a pas de pagne officielle pour la célébration de l'édition 2013 et la Journée internationale de la femme. C'est une pilule difficile à avaler pour ce vendeur de pagne qui proteste contre la décision du ministre du Genre, Geneviève Inagosi. S'il y avait eu francophonie pendant que le pays est agressé, pourquoi ne pas faire de même pour le 8 mars? Cette initiative du gouvernement congolais change le calcul de ces vendeurs et vendeuses de pagne qui disent avoir été informés en retard. Pour comprendre que ministre, on a dernier ministre Interdire à la femme le port du pagne le 8 mars, c'est un manque de considération pour elle, déclare cette cliente. Pour la journée de la femme, la ministre devrait plutôt interdire les activités du 8 mars, mais pas le port du pagne, du moment où la femme africaine se reconnaît à travers ce vêtement. À 3 semaines du jour dédié à la femme, on remarque presque pas d'engouement, comme ici, au Beach, un de grands marchés reconnus pour la vente de pagne. Le couloir sont vides. Les grandes entreprises de textiles n'ont pas voulu se prononcer à ce sujet. Ils disent être en pourparlers avec le gouvernement congolais et attendent une solution satisfaisante. Cette année, la journée du 8 mars se passera dans la méditation et la réflexion. Un souhait du ministre du Genre, Geneviève Inagosi. Du social dans ce journal, la population de certains coins de la province du Sud-Kivu fait face à des phénomènes sismiques qui occasionnent des pertes en vie humaine. C'est ainsi que pour une assistance d'extrême urgence aux populations sinistrées, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a été dépêché par le gouvernement de la République dans cette partie du pays où il a procédé notamment à la remise d'un lot de matériel de prévention de catastrophes au gouverneur Marcelin Sichamo. Ce matériel va sans doute sauver des vies ici, dans le Sud Kivu, et surtout celles des populations des zones victimes de phénomènes sismiques, mais aussi d'autres tels que le glissement de terrain, fréquent dans cette province montagneuse. Un coup d'épaule de taille du gouvernement central à l'exécutif provincial, visiblement réjoui. Sur place, il était d'abord question pour la délégation gouvernementale, conduite par le ministre des Affaires sociales, de se rendre compte de la situation afin de définir les priorités et les types d'intervention pour chaque site concerné. Moi, je crois que la sensibilisation, pour moi, du pain béni. Nous essayons au niveau de la province de sensibiliser les gens, ce n'est pas toujours bien compris. Il y a des habitudes qui se sont ancrées, les gens ont quitté les normes. Il faut éviter qu'on fasse tout le temps la comptabilité macabre. Il faut qu'on passe aussi à prévenir. C'est la énième catastrophe du genre dans cette province et les dégâts sont souvent énormes avec parfois de lourdes pertes en vies humaines. Rendons-nous cette fois à l'Équateur où les ethnies du district du Sud-Ubangi en territoire de Kungu ont signé lundi à Guémena un pacte de non-agression. Une signature de pacte qui les invite à enterrer la hache de guerre et à mettre fin aux maux qui ont causé la mort, la désolation et l'exil des membres de leur communauté vers les pays voisins et consacre également l'ouverture du dialogue entre elles. En 2009 et 2010, les Boba et les Lobala s'étaient affrontés en armes blanches pour la gestion des étangs poissonneux dans cette région. Par la signature de ce document qui a consacré la fin des conflits interethniques
qui opposait depuis des années ces communautés du territoire de Congo à l'initiative du ministre de l'Intérieur. La paix est donc revenue entre les deux parties. Les chefs coutumiers de ces ethnies, qui ne se parlaient pas depuis 4 ans, se sont embrassés, ont bu, mangé et fumé ensemble. Le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej-Manguez, les a alors appelés à bannir ce qui les divise. Ils les ont ensuite exhortés à capitaliser plutôt ce qui les unit pour la pérennisation du climat de paix et de sérénité dans le territoire de Congo. L'objectif du gouvernement est de voir toutes les personnes qui ont quitté leur milieu de vie suite à ces conflits retourner au pays afin de participer à l'œuvre grandiose de la reconstruction nationale. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la création d'un comité local de suivi chargé de veiller au respect des accords signés qui sera mis en place très prochainement. En page culturelle, on va faire un clin d'œil sur les activités commémoratives du 23e anniversaire de la mort de Franco Luambo Makiadi. Vous le savez, depuis sa disparition le 12 octobre 1989, divers hommages lui ont déjà été rendus sans qu'aucun ne soit vraiment à la hauteur de l'envergure de cette icône de la musique congolaise. Et pour réparer cette injustice, la République démocratique du Congo veut lui rendre un hommage national mérité à travers différentes activités ciblées à Kinshasa sous le thème Grand Maître Franco immortel dans le colloque international sur sa vie et ses œuvres s'ouvre ce mercredi au ministère des Affaires étrangères. Et pour en parler, nous recevons dans ce journal le professeur Manda Chebois. Il est anthropologue culturel. Bienvenue, professeur. Bonsoir. Alors pourquoi un colloque international qui s'attelle à retracer la vie d'un personnage de Franco Luambo Makiadi? Ce colloque s'inscrit dans une série de manifestations qui rentrent dans le cadre de l'hommage national qui est consacré à l'artiste Luambo Makiadi. Alors, il s'agit d'une initiative de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Matata Ponyo, qui est placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Eh bien, un colloque international parce que le gouvernement a tenu à ce que, après que toutes les autres couches de la population, les autres catégories, si vous voulez, sociales, aient rendu hommage à Franco dans le cadre de cette série d'activités, que les scientifiques aussi s'y impliquent. Alors cette fois-ci, les scientifiques vont s'occuper de Franco, entre guillemets, s'occuper de Franco, c'est-à-dire ils vont étudier l'homme et son œuvre, et cela va se passer demain, comme en une journée, dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères, au cours d'un colloque international. Et quels seront les moments forts de ces grands événements? Alors, nous avons 3 moments forts, disons même 4. La première partie, c'est la partie protocolaire, qui va être présidée par Monsieur le Premier ministre. C'est l'ouverture solennelle. Oui. Après l'ouverture solennelle commenceront les travaux proprement dits. Et au cours de ces assises internationales, il y a 3 articulations qui ont été prévues, autour desquelles vont s'articuler toutes les réflexions. Il y a un premier panel qui va regrouper la famille biologique de Franco, c'est-à-dire ses frères, ses enfants, y compris ses amis d'enfance, ses collègues artistes et musiciens, qui vont évoquer Franco dans le cadre de la famille. Alors dans ce panel, on aura des témoignages qui vont certainement porter sur l'enfance de Franco, son adolescence, sa maturation et aussi ses prémices dans la carrière musicale. Alors dans le deuxième panel, qui est un panel très technique cette fois-là, ce sont les techniciens, les chercheurs, les guitaristes et les musicologues qui vont essayer de décrypter pour nous la technique guitaristique de Franco. Ils vont étudier sa voix, ils vont nous restituer plus ou moins l'univers sonore de Franco. Et nous retrouverons dans ce cadre précisément des guitaristes, parmi lesquels des étrangers. On aura un guitariste belge qui vient de Bruxelles, qui est arrivé hier, M. Vincent Kennis. Nous aurons également
un musicologue américain qui vient des États-Unis, qui est un très grand spécialiste de la musique de Franco, et qui vient nous apporter l'autre regard, le regard de l'étranger par rapport à la production artistique de Franco. Et puis bien sûr, les autres collègues, c'est tous les virtuoses du moment comme Manoa Kouakou, Pepe Feli, Suzy Kasseya, Jean-Pierre Nimi, un ancien ministre, musicien dans Yéyé National qui a joué aussi avec Franco. Bien sûr, il y aura aussi Maïka Mounan qui est connu. Alors le troisième panel, c'est un panel qui va plutôt s'apaisantir sur toutes les questions qui touchent l'esthétique de Franco, l'esthétique de sa musique, de sa voix, et aussi toute la thématique que dégage la production de Franco. Franco, comme vous le savez, ce fut non seulement un guitariste, mais un très grand compositeur. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé aux jeunes talentueux congolais ou quinois ?